dans le cadre de ce cycle de la tablette d'argile à la tablette numérique, lire et écrire, il était assez logique de commencer avec la Mésopotamie, et c'est ce qui me donne le plaisir d'être avec vous cet après-midi. C'est un thème sur lequel j'ai travaillé depuis longtemps. J'y ai notamment consacré un livre en 2008, mais vous verrez, chemin faisant, que de nombreuses découvertes ont été faites depuis lors. C'est d'ailleurs pour ça que je fais de la sériologie, parce que c'est un domaine dans lequel on n'arrête pas de découvrir du nouveau. Et je mettrai l'accent sur les deux sites pour lesquels je dispose de matériel encore inédit, Mari, sur le Moyen-Euphrate syrien, et Our, dans le sud de l'Irak actuel. La documentation mésopotamienne écrite en signe cunéiforme présente quelques caractéristiques sur lesquelles il convient d'attirer l'attention. Il faut d'abord insister sur sa longévité. Ses débuts se situent vers 3200 et le dernier texte datable de façon sûre a été écrit en 78 de notre ère, donc un tout petit peu après la dernière tablette datée. Le support qui fut privilégié dès l'origine, c'est l'argile, et c'est ce qui explique le nom même de l'écriture cunéiforme en raison de l'apparence des signes résultant de la combinaison de coins ou clous formés par l'impression d'un calame en roseau sur une tablette d'argile. Les avantages de ce support sont considérables. Un faible coût, malgré la longueur de la préparation de l'argile. La plasticité de l'argile permettait une très grande variété de formes selon les époques et les genres de textes, mais il ne faut pas se dissimuler que c'est également un support qui a des inconvénients. Et tout d'abord, son poids. Plus une tablette était grande, plus elle devait être épaisse et donc lourde. Il fallait également que le scribe connaisse à l'avance la longueur du texte à inscrire de façon à pouvoir façonner une tablette de taille appropriée. Et ici, je vous ai mis deux extrêmes en matière de tablettes administratives. La plus petite est grande comme un timbre-poste à peu près. C'est quelque chose qui bientôt ne dira plus rien à personne, mais enfin, je pense que vous voyez à peu près. Et puis, vous avez au contraire cette grande tablette qui a la taille à peu près d'une feuille A4 pour donner une comparaison. Autre inconvénient, on ne pouvait pas procéder à des retouches ou à des ajouts une fois la tablette séchée au soleil. Et finalement, l'avantage principal du recours à l'argile, ça n'est pas tant pour les anciens que pour nous, parce qu'il s'agit d'un support qui ne craint aucun des ennemis de l'écriture, à savoir le feu ou encore l'eau. Et c'est ce qui explique que nous disposions de tant de textes, environ 1 demi-million, pour toute l'histoire de la Mésopotamie. L'écriture cunéiforme est de nature mixte, comportant à la fois des logogrammes, un signe égale un mot, et des phonogrammes, un signe égale une syllabe. Aux époques classiques, je dirais, le répertoire compte environ 600 signes qui ont le plus souvent plusieurs valeurs logographiques et plusieurs valeurs syllabiques. Et donc, vu de l'extérieur, c'est un système qui a l'air assez compliqué, et c'est ce qui explique le temps qu'il a fallu pour déchiffrer l'écriture cunéiforme au XIXe siècle de notre ère, une aventure que j'ai racontée dans mon dernier livre. Traditionnellement, les assyriologues ont considéré que l'emploi de l'écriture cunéiforme était réservé à une caste de spécialistes, les scribes, qui seuls pouvaient maîtriser cette écriture après une longue période de formation. La présente contribution se situe dans le cadre des études actuelles sur le phénomène que les auteurs de langue anglaise désignent sous le terme de « literacy ». Un collègue allemand a forgé le néologisme « Literalität », mais littéralité en français signifie tout autre chose. Degré d'alphabétisation pose problème s'agissant de la Mésopotamie antique, puisque l'écriture cunéiforme est, comme nous l'avons vu, en partie logographique, en partie syllabique, mais pas alphabétique.
Autrement, il ne reste que des périphrases comme aptitude à lire et écrire, ou bien adopter le néologisme littératie que nos amis québécois ont suggéré, à juste titre, d'écrire avec un T et non pas avec un C. Je vous propose d'examiner d'abord la formation des scribes professionnels. Je vous montrerai ensuite que le cunéiforme n'est pas si difficile à maîtriser qu'on le dit souvent, et nous terminerons en constatant que beaucoup de membres de l'élite de la Mésopotamie dans la première moitié du deuxième millénaire étaient capables de lire et même d'écrire. C'est à l'époque paléo-babylonienne, donc dans la première moitié du deuxième millénaire, que la question des écoles et de l'éducation peut être traitée de la manière la plus détaillée. On a un matériel scolaire abondant, mais on possède également des descriptions de l'enseignement et de leur cadre spatial et institutionnel. On va commencer par étudier ces dernières avant de tenter une reconstitution des techniques de la transmission du savoir écrit. Traditionnellement, on considère qu'il existait à l'époque paléo-babylonienne une école institutionnelle en sumérien Edubba, littéralement la maison des tablettes, qui aurait disparu par la suite pour laisser place à une transmission familiale du savoir. Une telle évolution serait très curieuse puisqu'elle irait à l'inverse de ce que l'on connaît ailleurs, et donc il faut y regarder de plus près. Nous allons le faire en analysant d'abord l'image que l'école a donnée d'elle-même à travers des descriptions appartenant à la littérature qu'on appelle parfois académique, et nous verrons ensuite les informations qu'il est possible de tirer des fouilles. Ce qu'on sait de ces Edubba repose en grande partie sur des textes littéraires en sumérien décrivant les activités ayant place dans les écoles. Donc, on va commencer par les décrire rapidement et on verra ensuite comment on les a interprétés. L'exemple le plus fameux est celui qui a été popularisé par Kramer dans son livre bien connu, L'Histoire commence à Sumer, sous le titre de School Days, qui a été traduit en français avec comme sous-titre le premier exemple de lèche. Un écolier, sans cesse réprimandé, fait inviter son maître par son père. Le maître, bien traité et couvert de cadeaux, fait alors l'éloge de son élève. On peut également citer, dans la même veine, la dispute entre deux écoliers nommés Enkimansum et Girni Isag. Ceux-ci s'accusent mutuellement d'ignorance dans toutes les matières enseignées à l'école, et au passage, ça nous donne une liste bien intéressante. Le texte, intitulé « Un père et son fils dévoyé », nous montre un scribe désireux que son fils suive la même formation que lui, plutôt que de traîner dans les rues, et on a encore quelques autres textes de ce genre. On y a vu la preuve de l'existence d'écoles en tant qu'institution indépendante, dans des locaux particuliers réservés à l'enseignement. Les conseils pour que les élèves qui se rendent en classe ne traînent pas dans la rue, par exemple, ont été interprétés en ce sens. Par ailleurs, les écoles auraient eu une cour de récréation puisque dans le personnel auxiliaire figure le surveillant, littéralement l'homme de la cour. L'Edubba avait à sa tête un expert, encore appelé père de l'école. Il était assisté par un moniteur décrit comme grand frère, et les élèves eux-mêmes sont parfois désignés comme les enfants de l'école. Donc on a un vocabulaire, vous le voyez, qui traduit les origines familiales de l'institution. Mais c'est vrai aussi pour les firmes commerciales où le patron est bien souvent désigné comme le père. Mais c'est vrai aussi que beaucoup de firmes commerciales reposaient sur des relations familiales entre leurs membres. L'organisation des études n'est pas très bien connue. On possède quelques allusions au rythme scolaire, avec chaque mois 3 jours de vacances. Les écoliers étaient parfois invités à emporter chez eux ce qu'on appelle des tablettes de main pour les étudier le soir. Et par ailleurs, nous voyons que la pratique des châtiments corporels était monnaie courante. Le contraire aurait été étonnant.
À la lecture de ces textes, de nombreuses questions restent sans réponse. Et notamment, à quel âge commençait-on à aller à l'école? Combien de temps durait la formation d'un scribe? Miguel Civil, qui a publié certains de ces textes, a en outre fait remarquer que la plupart d'entre eux commencent par la mention « un jeune scribe au jour d'antan », de sorte qu'ils ne sauraient être considérés comme décrivant la situation de l'époque. S'agit-il de l'image idéalisée d'un passé qui n'existe plus? Ou bien au contraire, les choses sont-elles toujours en l'état, mais des pressions économiques ou sociales poussent au changement, et donc ces textes auraient été rédigés pour défendre le statu quo. Il est encore trop tôt pour trancher, mais on voit qu'il n'est plus possible de prendre les descriptions offertes par ces textes pour argent comptant. Heureusement, nous disposons aussi des données de l'archéologie. La découverte d'une école ou d'une bibliothèque est souvent considérée comme sensationnelle, et il n'est donc pas étonnant que certains fouilleurs aient, de bonne foi, cru découvrir des écoles qui n'en étaient pas. L'exemple le plus spectaculaire est celui du palais de Marie. La salle 24 du palais royal, en effet, était identifiée par André Parrot comme une école, essentiellement en raison des banquettes parallèles qui remplissent l'espace et qu'il interpréta comme les bancs où les écoliers étaient assis. Et donc, il a demandé à certains de ses ouvriers de s'installer. Mais si vous regardez l'espace qu'il y a entre les différentes banquettes, vous voyez que on voit ceux du premier rang qui s'étalent, mais derrière, ça doit être nettement moins confortable que les fauteuils dans lesquels vous vous trouvez. On peut réfuter cette interprétation de plusieurs manières. D'abord parce que c'est une vision, à l'évidence, qui est anachronique. L'usage de bancs dans des écoles, on peut voir quand est-ce que ça se produit. Chez nous, il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis, par ailleurs, les tablettes qui ont été retrouvées dans cette salle ne sont nullement, comme on aurait pu s'y attendre, des tablettes scolaires. Ce sont des documents administratifs, dont un bon nombre relatifs au vin. Et donc, on a compris plus tard que cette pièce servait en réalité au stockage de grandes jarres et les banquettes servaient de dispositif pour permettre à ces jarres à fond pointu d'être installées sans basculer avec des éléments en bois par-dessus. Pour autant, les fouilles n'ont pas manqué d'exhumer de véritables écoles. Encore qu'il faille s'entendre sur les mots. Première question, c'est les conditions de survie des tablettes scolaires. Miguel Civil a très justement mis en relief une de leurs caractéristiques essentielles, à savoir leur perpétuel recyclage. De même qu'on a recours, encore aujourd'hui, à des ardoises. Alors maintenant, c'est des ardoises magiques, ce ne sont plus des ardoises en ardoise, mais le principe est le même. Les écoliers d'antan, pour économiser l'argile, remodelaient sans cesse les tablettes d'exercice. Et vous avez à l'écran quelques exemples qui ont été découverts à Our en 2017. On voit très bien, au revers de la tablette de gauche, la trace des doigts qui sont en train de remodeler un exercice périmé, qui était un exercice tout primitif, puisqu'il s'agissait simplement d'avoir un clou vertical, et ensuite on tirait la ligne. Ça, on est vraiment dans les stades les plus simples de l'initiation. Et donc, la conséquence de ce recyclage perpétuel, c'est qu'on ne retrouve de tablettes scolaires sur le sol d'un bâtiment que s'il a servi de cadre à l'enseignement immédiatement avant la phase de destruction qui a mis fin à l'occupation de la couche. Alors, il y a de nombreux exemples d'écoles qui peuvent être indubitablement retenus. La première a été découverte par le père Scheil à Sipar en 1894. Il en a donné un plan, on a même une photographie, ce qui pour l'époque n'était pas si fréquent. Et puis, Scheil a décrit le contenu. Malheureusement, les tablettes sont encore inédites, mais devraient être publiées prochainement. Elles sont conservées au musée d'Istanbul. À Our, la maison numéro 7 Quiet Street, dans le quartier EM, a été fouillée par Woolley il y a près d'un siècle. Une famille de prêtres y a vécu pendant près d'un siècle, jusqu'en 1738, avant notre ère. On a retrouvé les archives de la famille, mais aussi des textes qui témoignent d'une formation scribale ayant cette maison pour cadre.
Là, ce ne sont pas les rudiments qui sont attestés, mais des textes appartenant au stade plus avancé de la formation. On peut aussi citer à Nippur le cas du quartier TA. On a 3 maisons adjacentes qui ont été appelées par les fouilleurs F, G et H, dans lesquelles on a retrouvé des tablettes scolaires. Alors pour le fouilleur, il était impossible qu'il s'agisse d'écoles parce qu'il n'arrivait pas à imaginer 3 écoles voisines les unes des autres. Et donc, il a estimé que ces tablettes représentaient le travail à la maison effectué par les apprentis scribes qui rapportaient à domicile les tablettes à travailler après l'école. Mais quand on sait qu'une de ces maisons a livré plus de 1400 tablettes, cette explication paraît peu vraisemblable et donc il est beaucoup plus probable qu'on ait affaire à la maison de maîtres qui enseignaient à domicile. À Tel Edder, la maison d'Urutu a été fouillée en 1975 et parmi les quelques 2000 tablettes qui ont été découvertes dans la demeure de ce chef lamentateur de la déesse Anunitum, au XVIIe siècle avant notre ère, on remarque un lot de 71 tablettes qui ont été dégagées dans et autour d'un bac en pierre au milieu de la cour centrale de la maison. La plupart étaient tordues et déformées, manifestement en cours de recyclage, et on y trouve inscrits les exercices les plus rudimentaires de l'apprentissage du cunéiforme. On peut désormais ajouter le résultat de fouilles récentes. Je ne parlerai pas encore de la maison K à Marie, qui a été fouillée entre 1998 et 2000, puisque la thèse de Grégoire Nicolet est encore inédite, mais elle va sortir bientôt. Et je peux vous faire part des découvertes qui ont été effectuées à Our entre 2017 et 2022, puisque j'ai la chance d'être l'épigraphiste de la mission. Une équipe de l'Université de Munich a fouillé une grande demeure dont le premier occupant s'est révélé être l'intendant du temple de la déesse Ningal, un homme qui portait le nom de Sin Nada. Et l'un des intérêts des découvertes épigraphiques dans la maison de Sin Nada réside dans les nombreux textes scolaires exhumés. On a trouvé notamment plusieurs tablettes en forme de lentilles, typiques des exercices des apprentis scribes. Notre Sin Nada n'assurait donc pas seulement la gestion du temple de la déesse Ningal en tant qu'intendant, il formait aussi à domicile de futurs scribes. Et cet apprentissage ne se limitait pas aux rudiments, car dans cette maison, on a également découvert un manuscrit de la Lamentation sur Sumer et Our, une composition qui décrit de manière très imagée les circonstances qui ont conduit à la chute de la troisième dynastie d'Ur vers 2004 avant Jésus-Christ. Le terme d'école apparaît donc trompeur, parce qu'il conduit à conférer un caractère institutionnel à la formation de jeunes scribes. Il suppose aussi une certaine continuité de cette activité dans un même lieu. Or, les témoignages archéologiques nous livrent une image différente, celle de maisons de lettrés qui se livraient à domicile à la formation d'apprentis. Et en définitive, on peut dire que l'apprentissage scribal n'était sans doute guère différent dans sa réalité sociologique des autres types de transmission des savoirs, c'est-à-dire avant tout effectués dans le cadre familial. La pédagogie des maîtres sumériens peut être reconstituée en combinant les informations des textes sur les Douba avec l'analyse de ce qui a été retrouvé lors des fouilles. Donc, on a d'abord une phase d'initiation qui est reflétée par les tablettes retrouvées. On apprenait d'abord au futur scribe à bien tenir son calabre en main, et donc en témoignent des exercices comme ceux que vous voyez à l'écran, qui sont parfois décrits avec le terme médiéval de probatio calami. Donc le scribe écrit, le jeune apprenti commence par les signes de base, le clou vertical, le clou horizontal, le clou oblique, et puis ensuite des signes très simples. Il passe ensuite à la copie de syllabaires.
Voici un exemple qui a été découvert l'automne dernier dans la maison de Sinnada, et une fois de plus, vous voyez la trace du recyclage. On voit la manière dont l'argile est repliée avec des traces de doigts. On continuait avec la série qu'on appelle Tutati, qui repose sur un principe phonétique. Donc vous avez chaque consonne qui est pourvue ensuite d'une des 3 voyelles de base de l'écriture dans l'ordre OU-A-I. Donc on a Tutati, écrit à droite sur la colonne, et puis ensuite on a une ligne complète où on reprend les 3 dans l'ordre, Tutati, et puis on continue ensuite avec Nou, Na, Ni, et puis on écrit sur la ligne Nunani, Bubabi, et on écrit sur la ligne Bubabi, et ainsi de suite. On passait ensuite à l'écriture des noms propres. Ça avait 2 avantages. D'abord, de faire écho à des noms qu'ils connaissaient par la vie courante, et ça repose aussi sur le fait qu'en sumérien comme en akkadien, les noms de personnes ont toujours une signification, et donc ça n'avait pas le même caractère que la copie de noms propres dans nos sociétés. On abordait ensuite ce qu'on appelle les listes lexicales, des sortes d'encyclopédies qui énuméraient thématiquement toutes sortes d'animaux, de plantes et d'objets. Et ensuite, on avait d'autres séries qui permettaient de connaître, par exemple, des titres de métiers, avec la liste proto-loup et d'autres. Et puis, on passait ensuite à l'étude des mathématiques, notamment sous la forme de tables de multiplication ou encore de tables de réciproques. Les scribes devaient également apprendre la phraséologie juridique nécessaire à la rédaction des contrats, donc il y a une série particulière pour ça. Et on a de nombreux exercices dans lesquels bien souvent, la liste des témoins reste blanche et la date est également omise. C'est comme ça qu'on peut reconnaître ces textes comme étant des exercices et non pas de vrais contrats. Et dans les textes de description de l'école, on voit par exemple un jeune élève qui se vante devant un camarade d'être capable d'écrire, je cite, « contrat de mariage, contrat de société, vente de maison, de champs, d'esclaves, caution en argent, contrat de louage de champs, contrat de culture de palmeraies et même les tablettes des contrats d'adoption qui sont en effet les plus compliqués à rédiger. » Arrivé à ce stade, le jeune scribe pouvait commencer la copie de textes. Il s'agissait avant tout de textes en langue sumérienne, le sumérien jouant alors le même rôle, grosso modo, que le latin, naguère, dans notre propre civilisation. Et je vous rappelle que les frères des écoles chrétiennes ont fait scandale lorsqu'ils ont entrepris d'apprendre à lire et à écrire directement en français, d'où le surnom d'ignorantins que un certain nombre de personnes malveillantes leur ont donné. La constitution d'un corpus de littérature sumérienne à l'époque paléo-babylonienne n'est donc pas tant venue du désir de sauver de l'oubli cette littérature que plus prosaïquement du besoin des maîtres d'avoir en quelque sorte des recueils de morceaux choisis à leur disposition. Et dans l'histoire de l'éducation, ça n'est pas un cas unique. Alors les premiers exercices consistaient à recopier des proverbes. Les proverbes ont le double avantage d'être brefs et d'être en général facilement mémorisables. Mais pour nous, c'est une catastrophe parce que, vous le savez, traduire un proverbe, c'est une des choses les plus difficiles qui soit. Et donc l'étude des proverbes sumériens est quelque chose qui est loin d'être aisé. Et le support, à ce stade, donc, ce sont des tablettes de forme lenticulaire. Le maître écrivait d'un côté et l'apprenti devait bien regarder ce qu'il avait, et ensuite, il fallait qu'il retourne et qu'il recopie de tête. Et vous voyez qu'il ne pouvait pas avoir le modèle sous les yeux. Donc là, on est dans un stade relativement avancé. Et on a retrouvé des centaines et des centaines de tablettes de ce genre dans lesquelles il n'est généralement pas très difficile de distinguer la main sûre du maître de celle hésitante et même quelquefois fautive de l'élève.
L'approfondissement était assuré par la copie d'extraits, d'abord courts, et puis ensuite de compositions entières. Et en fait, notre connaissance de la littérature sumérienne, elle est avant tout liée à ce type d'exercice, ce qui fait que lorsque les sumérologues éditent des compositions sumériennes, eh bien, ils ont un gros problème parce qu'il faut choisir entre les différentes versions qu'on a, quelle est la version qui est correcte et qu'est-ce qui peut être considéré comme une faute. L'étude des variantes a été menée récemment par Paul Del Nero d'une façon extrêmement intéressante pour essayer de déterminer quelles étaient les fautes qui pouvaient être liées à une écriture des tablettes sous la dictée et quelles étaient au contraire celles qui étaient dues à des problèmes de mémoire. Quand c'est dû à un problème de mémoire, la question à ce moment-là est de savoir est-ce que c'est la mémoire du maître qui dictait, qui était en cause, ou est-ce que c'est la mémoire de l'élève? Et si c'est la mémoire de l'élève, est-ce que c'est parce qu'il doit écrire un texte qu'il a préalablement écrit par cœur, appris par cœur, ou est-ce que c'est parce qu'il recopie en ayant un modèle sous les yeux, mais il fait ce qu'on appelle de l'autodictée, c'est-à-dire qu'il regarde et puis ensuite, au moment où il recopie, il se redit la phrase et là, il peut échouer. Donc, ce sont des choses assez compliquées à établir. Alors, qu'est-ce qu'on copiait? Eh bien, des œuvres qui relèvent de ce que nous appelons la littérature, donc des mythes et des épopées, des hymnes, des lamentations, des débats, et aussi la copie de lettres. La formation comportait aussi la copie d'inscriptions royales commémoratives, et la chose est particulièrement bien connue à Nippur, où on a retrouvé de très nombreuses copies d'époque paléo-babylonienne d'inscriptions plus anciennes, tout simplement parce que dans la cour principale du grand temple, eh bien, il y avait encore des stèles et autres inscriptions qui pouvaient remonter aux années 2300 à 2000. Et donc, l'exercice donné par le maître, c'est « va dans la cour du temple et recopie-moi l'inscription qui se trouve sur la statue de tel roi ». Et l'apprenti scribe recopiait avec le respect du ductus de l'original, et ensuite il indiquait à quel endroit se trouvait l'inscription, sur l'épaule par exemple, ou sur le socle de la statue, et les indications qu'il donnait à ce moment-là, il les écrivait dans la cursive de son époque. Et donc on voit très bien la différence entre les deux types d'écriture. Parfois, le maître donnait un exercice un peu différent en disant « tu vas recopier telle inscription, mais tu la recopies à la façon d'aujourd'hui ». Donc un exercice de modernisation qui avait l'inconvénient de ne pas être un exercice de paléographie, mais qui avait l'avantage que le maître pouvait s'assurer à ce moment-là que l'apprenti comprenait ce qu'il lisait au lieu de recopier de façon un peu mécanique. On a aussi retrouvé un certain nombre de catalogues d'œuvres qui sont très intéressants, mais là encore, qui posent des problèmes d'interprétation. Parce qu'on peut avoir deux cas de figure. Il peut y avoir des catalogues qui sont simplement des inventaires de fonds de manuscrits conservés dans la maison de tel ou tel lettré. Il peut y avoir, au contraire, d'autres catalogues qui peuvent être des sortes de programmes d'instruction. Et donc décider à quelle sorte de texte correspond tel ou tel catalogue n'est pas toujours facile dans la mesure où, précisément, les maîtres avaient souvent dans leur demeure les mêmes textes que leurs collègues. Et donc, inventaire ou programme, on voit que dans certains cas, finalement, la distinction n'a plus beaucoup de sens. L'information ne se limitait cependant pas aux belles lettres et à leurs à côté. Les élèves scribes recevaient une formation concrète destinée à les rendre aptes à leurs futures tâches. Et donc, on voit par exemple des exercices de mensuration de chants qui permettaient aux scribes, après, eh bien, d'être capables de rédiger des contrats d'héritage. Et il en allait également de domaines a priori plus gratuits comme la musique et le chant. Les élèves devaient connaître les différents genres musicaux et être capables de chanter des compositions qu'on désignait par des termes sumériens comme tigui ou adab, qui sont évidemment pour nous difficiles à comprendre.
La question de l'extinction de la langue sumérienne en tant que langue vivante est encore aujourd'hui l'objet d'âpres débats. Pour certains spécialistes, c'est dès la fin de l'époque proto-dynastique, donc aux alentours du milieu du XXIVe siècle, que le phénomène eut lieu. D'autres estiment que le sumérien était encore vivant à l'époque paléo-babylonienne. Alors, c'est une question complexe, mais je pense que, quelquefois, on n'a pas suffisamment réfléchi au concept qu'il faut utiliser. Et notamment, certains ont utilisé des textes dans lesquels on voit des gens qui parlent en sumérien pour dire « vous voyez bien que le sumérien est encore vivant ». Mais on parlait le latin dans les classes de rhétorique à l'époque de mon grand-père. Donc le fait que le sumérien soit utilisé dans un contexte scolaire ne prouve pas du tout que c'était la langue maternelle des apprentis. Et je dirais même au contraire, on a des textes dans lesquels on voit qu'il est interdit de parler en langue akkadienne, et c'est donc très vraisemblablement l'akkadien, donc une langue sémitique, qui était la langue maternelle des élèves, mais ils devaient se prêter au jeu en parlant sumérien. Et donc, vous voyez ce reproche qui est adressé par un apprenti scribe, un collègue, ta langue n'est pas adaptée au sumérien, ou encore un apprenti qui se vante, je peux parler sumérien. On ne se vante pas de pouvoir parler sa langue maternelle. Le sumérien, au début du deuxième millénaire, c'était la langue de prestige, utilisée notamment pour le culte, la commémoration, etc., avec un usage qui variait selon les régions. Il était plus employé dans le sud de la Mésopotamie que plus au nord, mais on a quand même des exemples intéressants. Sur le Moyen-Euphrate syrien, à Mari, on voit un scribe qui veut rentrer en grâce auprès du roi Zimrilim et qui, du coup, écrit une lettre bilingue avec sur la colonne de gauche le texte en sumérien et sur la colonne de droite l'équivalent en akkadien, une sorte de moyen de se faire mousser, si vous me pardonnez l'expression, auprès du roi en disant « tu vois, je suis capable d'une prouesse pareille, qui peut en faire autant ?» On ne sait pas si finalement il a été embauché par le roi, l'histoire ne nous le dit pas. Alors, il existait quand même aussi une formation pour la langue akkadienne et en particulier des exercices portant sur la rédaction de lettres. Mais la difficulté que nous avons dans ce cas, c'est que ces lettres sont des duplicats. On n'arrive pas toujours à déterminer exactement est-ce que ça signifie qu'on a affaire vraiment à des exercices ou est-ce que le hasard fait que deux scribes ont écrit des lettres sur des sujets voisins, car les sujets qu'on donnait comme exercice à faire aux scribes portaient sur des cas de la vie courante qui se présentaient fréquemment, bien entendu. Donc des exercices ont été publiés récemment par Andrew George et Gabriela Spada, et Marine Béranger a étudié cette question également. Le problème qui se pose, c'est de savoir si tous les scribes ont bénéficié d'une formation identique entre le préposé à un magasin qui n'a besoin que d'un stock minimum de signes pour écrire ses billets de dépenses, et puis le lettré apte à composer un hymne en sumérien glorifiant le roi. Eh bien, on conçoit qu'il pouvait exister des différences. Alors, est-ce qu'ils avaient reçu tous les deux la même formation initiale, et puis le second a simplement poursuivi plus loin ses études? C'est possible, mais on ne le sait pas avec certitude. Les scribes du début du deuxième millénaire avaient une divinité tutélaire qui était une déesse qui s'appelait Nisaba, décrite comme celle qui donne la sagesse et qui attribue une belle main au scribe. Et il arrivait assez souvent qu'un apprenti, ayant terminé de copier le texte que son maître lui avait confié comme exercice, rajoute à la fin une courte doxologie. Vous en avez un exemple ici. À Nisaba et Raya, qui était le consort de Nisaba dans le panthéon sumérien, louange. On a pas mal de doxologies de cet ordre, et c'est seulement dans la deuxième partie de l'époque paléo-babylonienne qu'apparaît dans certaines familles de scribes une dévotion envers le dieu Nabu, qui devint par la suite le patron des scribes. Alors, si l'on a longtemps cru que la connaissance du cunéiforme dans l'Antiquité était très limitée, c'est parce qu'on tenait l'art du scribe pour difficile
Et je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est une façon pour les assyriologues eh bien, de se valoriser. Et dans ce qui suit, eh bien, je vais, d'une certaine manière, couper la branche sur laquelle, avec mes collègues, je suis assis, parce que je vais essayer de vous démontrer que finalement, le cunéiforme, c'est pas si difficile que ça. Je ne devrais pas, mais tant pis, la vérité m'impose de le dire. Alors, d'où vient la difficulté supposée de l'écriture cunéiforme? Ça vient du nombre de signes, d'abord. Environ 600... ça vient surtout du nombre de valeurs différentes. Chaque signe peut avoir, comme je vous l'ai déjà dit, plusieurs valeurs logographiques et plusieurs valeurs phonétiques. Alors, si vous prenez, à l'époque paléo-babylonienne, le signe « our », qui s'écrit de cette manière, eh bien, ça peut être la syllabe « our », mais on peut, dans certains cas, lire le même signe lik ou tache, ça dépendra du contexte. Et puis c'est un logogramme simple, ça désigne le chien, composé ourmar, ça désigne Neshu, mais vous voyez que dans le manuel de la maths, vous avez infiniment plus de valeurs qui sont indiquées. Et précisément, le problème est que les manuels vous donnent toutes les valeurs à toutes les époques. Mais il ne faut pas confondre le savoir que l'épigraphiste actuel doit accumuler avec les besoins de l'homme de l'Antiquité qui n'a besoin de connaître que le répertoire en usage de son temps. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que toutes les valeurs ne sont pas attestées dans tous les genres de textes. Et donc, il faut regarder corpus par corpus quelles étaient réellement la taille des répertoires. Alors la première étude qui a été faite, c'est pour l'écriture paléo-assyrienne, qui est attestée surtout pour les archives des marchands assyriens au XIXe siècle avant notre ère. Eh bien, on s'est aperçu qu'on a un syllabaire qui est relativement limité. On a en plus des séparateurs de mots. Tout ceci a convaincu certains auteurs que la capacité à lire et écrire était largement répandue chez les marchands assyriens de cette époque. À la même époque, en Babylonie, la situation est un petit peu plus complexe, mais pas tant que cela. Et Marine Béranger a consacré sa thèse à cette question. Elle a en particulier mis au point un programme informatique qui est absolument magnifique parce qu'il vous permet de faire des statistiques, une fois que vous avez préparé la transcription électronique des textes, qui vous donne le nombre de valeurs pour le même signe et le nombre de lectures sous forme d'idéogrammes, sous forme de syllabes, les syllabes qui sont employées dans les noms propres, qui ne sont pas toujours les mêmes que celles des textes ordinaires. Et donc, le livre doit paraître d'ici l'été et permettra de renouveler sur des bases statistiques solides des impressions que nous avions jusqu'à présent d'une manière qui n'était pas fondée sur des chiffres aussi précis. Alors il y a encore une autre question qui se pose, c'est la question du type de lecture. Est-ce qu'on pratique exclusivement la lecture à voix haute ou bien est-ce que la lecture muette est attestée? Alors, quand quelqu'un dit qu'il lit un texte, il dit qu'il le fait écouter, alors que quand il le lit lui-même, on emploie le même verbe, mais non pas au factitif, à la forme normale, qui veut dire écouter. Eh bien, on voit comment le secrétaire du roi de Marie lisait le courrier à son maître. C'est une lettre d'un ministre qui s'appelle Abdou Malik. « Je ne t'avais pas fait porter de double de la tablette destinée au roi, puisqu'il n'y a jamais que toi pour lire à voix haute les nouvelles contenues dans une tablette adressée au roi et que nul autre n'a jamais à le faire. Voilà que j'ai fait porter par 2 fois une tablette, une pour le roi et une pour toi. » Mais il ajoute « J'envoie un message très urgent, écoute cette tablette, si ça convient, fais-la écouter par le roi. » Donc le ministre ici explique pourquoi il ne suit pas l'usage courant qui est d'envoyer une tablette pour le roi et une autre pour le secrétaire, mais une seule, et il laisse le secrétaire du roi décider si cette tablette doit porter à la connaissance du souverain. On a un texte qui laisse penser qu'il y avait une lecture silencieuse. Elle est écrite par le secrétaire du roi Samsi-Adou, dont le fils Yasmar-Adou occupe le trône à Mari.
Et donc, ce Roulalum écrit « Avec les tablettes qu'ils ont apportées pour le roi Samsiadou depuis Catna, les messagers catnéens ont apporté au roi, par erreur, une tablette destinée à Monseigneur, c'est-à-dire à toi, Yasmaradou. L'ayant ouverte, j'ai vu qu'elle était écrite à Monseigneur, et je ne l'ai donc pas fait écouter par le roi. À présent, voici que je viens de faire porter cette tablette à Monseigneur. » Donc on sait que les lettres étaient envoyées sous enveloppe, et il y avait l'empreinte du sceau de l'expéditeur qui était déroulée dessus de manière à garantir à la fois la confidentialité du contenu et en même temps l'authenticité. Et bien ici, apparemment, le nom du destinataire qui aurait dû être écrit sur l'enveloppe manquait, et du coup, les messagers se sont trompés. Au dossier, on peut aussi verser la question de la lecture d'inscriptions publiques. Alors, on peut citer l'épilogue du célèbre Code d'Hammurabi. Le roi de Babylone y déclare que l'homme maltraité qui a un procès vienne devant ma statue de roi de justice, qu'il lise ma stèle inscrite, qu'il entende mes paroles très précieuses, que ma stèle lui montre son cas et qu'il voit son verdict. Traditionnellement, les assyriologues ont traduit le passage « qu'il se fasse lire ma stèle », mais il n'y a pas de factitif dans l'original. Et les commentaires disaient « c'est pas vraisemblable que les gens puissent lire eux-mêmes ». Il ne faut pas faire violence au texte. Le texte dit qu'ils lisent. Et donc il faut en tirer les conséquences, bien sûr. Alors, c'est manifestement un vœu pieux, parce que si vous regardez la manière dont le texte a été gravé en colonne sur le texte, eh bien, comment est-ce que concrètement on peut retrouver son cas dans une telle mise en page, si je puis dire? Ça n'est pas possible. Donc il y a en effet quelque chose de l'ordre du symbole, mais il ne faut pas pour autant considérer que la population du royaume était incapable de lire cette stèle du fait qu'elle était illettrée. Et j'en veux pour preuve un texte qui provient cette fois de Marie. C'est un ministre qui écrit au roi Zimrilim, je cite, « Je viens de faire porter à Monseigneur l'inscription du char du dieu Nergal et l'inscription du palanquin du dieu Itourmer. L'inscription de Nergal doit-elle être écrite sur le devant ou à l'arrière du char ? Que Monseigneur réfléchisse au fait que l'inscription doit être inscrite à l'arrière du char où se trouvent les armes, de sorte que celui qui la verra et le lecteur puissent la lire. En outre, l'inscription du palanquin doit-elle être écrite à l'avant ou à l'arrière, que Monseigneur m'écrive ceci ou cela, de sorte qu'avant le départ de Monseigneur, ces inscriptions soient gravées. » Donc, cette lettre de Marie offre l'avantage d'être moins suspecte d'idéologie et en même temps plus réaliste que le passage du Code de Hammurabi que je viens de citer. Il paraît clair que, pour l'auteur de cette lettre, une partie du peuple qui sera rassemblée sur le parcours de la procession devait éventuellement pouvoir lire ces inscriptions. Et donc, j'en arrive à la dernière partie de mon exposé. L'image traditionnelle d'un monde mésopotamien où l'écrit était aux mains de scribes, seuls capables de maîtriser l'écriture cunéiforme, qui s'est imposée depuis longtemps, eh bien, cette image, elle est remise en cause par différentes études. Et je vais essayer de résumer les arguments. On relève d'abord la prétention de certains rois. Par exemple, le roi d'Issine, qui s'appelle Lipiteshtar, eh bien, on s'adresse à ce souverain en lui disant ceci, « La déesse Nisaba, la femme qui irradie de joie, la femme scribe fiable, la dame de tout savoir, a guidé tes doigts sur l'argile, elle a rendu belle ton écriture sur les tablettes, elle a fait resplendir la main avec un calame en or. » Donc voilà la thématique du roi lettré qui existait déjà à la fin du IIIe millénaire pour le roi Shulgi, mais qu'on voit reprise par Lipiteshtar et qui, par la suite, a été reprise au premier millénaire par le roi Assurbanipal, qui, vous le savez, a rassemblé une très belle bibliothèque dans son palais de Ninive. Et donc, on peut voir qu'en réalité, de nombreux membres de l'élite étaient capables de lire, voire, en cas de besoin, d'écrire.
Alors, il y a la question du clergé. Dans les années 60, un très bon savant qui s'appelait Benno Landsberger, avait écrit ceci: « On doit critiquer sévèrement comme romantisme trompeur la conception de la soi-disant sagesse sacerdotale que l'on trouve encore dans des manuels de deuxième main. Les scribes, bien que la plupart d'entre eux aient été profondément religieux, étaient un groupe complètement laïque. Les prêtres, aussi bien que les rois, quelques exceptions mises à part parmi ces derniers, et les gouverneurs et les juges étaient illettrés. » Eh bien, c'est là où on peut voir qu'on progresse et cet avis doit être aujourd'hui complètement revu. En ce qui concerne le clergé, j'ai pu le montrer dans ma thèse consacrée au clergé d'Ours, dans les maisons du quartier EM, à proximité du grand sanctuaire qui a été fouillé par Woolley dans les années 1920, eh bien, on a découvert de nombreuses tablettes scolaires, j'en ai déjà parlé, et ceci montre bien que les desservants du grand temple local se livraient à des activités de formation à l'écrit à leur domicile. Et la maison de Sinnada, fouillée récemment, n'a fait qu'apporter de l'eau à ce moulin. À Sipar, j'ai déjà fait allusion aux tablettes scolaires de la maison d'Urutu, mais là, on a un problème d'interprétation parce que le collègue belge qui a publié ces textes, Michel Tenray, avait noté que tous les documents qu'il avait publiés étaient des exercices d'initiation. Et donc, il en avait conclu que c'était les tablettes que Urutu avait lui-même écrites lorsqu'il était apprenti, et puis ces tablettes auraient été conservées dans un coin de la maison, et pour lui, par conséquent, Urutu n'avait qu'une formation de base, et il avait dit le reste de sa formation a été fait par oral, et donc on n'en a pas de traces. Alors j'ai récemment repris le dossier dans un volume qui doit paraître en mémoire de Béatrice André Salvini, et en fait, en regardant d'une part les arguments stratigraphiques et en considérant d'autre part que les lamentateurs devaient certainement être capables de maîtriser l'écrit, parce que sinon on ne comprend pas qui aurait copié les centaines de tablettes de lamentation que nous connaissons pour cette époque, eh bien, je propose de changer l'explication des choses. Et en réalité, Urutu n'est pas l'élève auteur de ces exercices, mais il était le maître qui avait donné à un jeune ces exercices à faire, vraisemblablement à un de ses fils, sans doute celui dans lequel il voyait son futur successeur. On a déjà parlé du cas des marchands, et donc je n'insisterai pas. Et je voudrais surtout parler des données de Marie, qui sont encore en partie inédites. Un très bon connaisseur des archives de Marie, comme Jack Sasson, a écrit à la fin des années 90 cette phrase: « Des communications écrites étaient lues à haute voix par des scribes à des fonctionnaires illettrés. » Et bien là encore, on se rend compte que cette vision doit être abandonnée. Beaucoup de membres de l'administration étaient capables de lire et même d'écrire. Alors, parmi les administrateurs, ça n'est pas très étonnant. Donc on a celui qui est devenu le ministre de l'économie, Yassim Soumou, avec le titre de Shah Dubba. Eh bien, on possède un sceau plus ancien de ce personnage, dans lequel il a simplement le titre de scribe, Dubsar. Donc on voit qu'il avait une formation de scribe. Dans un premier temps, c'était le titre qu'il mettait, et puis quand il a été promu à un niveau plus élevé, il a changé de sceau-cylindre, et du coup il a mis son nouveau titre. Autre exemple, du côté des gouverneurs, on a un personnage qui s'appelle Itourazdou et qui écrit « Jusqu'à présent, je n'ai pas envoyé de message à Monseigneur, à présent, j'écrirai les nouvelles sur une tablette. » Et quand on regarde l'ensemble des lettres de Marie, on voit qu'on fait tout à fait la différence entre « j'écrirai » ou « je ferai écrire ». Et normalement, le plus souvent, les gens disent « je ferai écrire à Monseigneur », mais ici, ce personnage écrit « j'écrirai », ce qui laisse supposer qu'à l'occasion, il écrivait lui-même son courrier.
Et on a un exemple amusant avec cette lettre d'un intendant, donc à l'échelon en dessous, qui écrit « La tablette de Monseigneur que Kalaloum et Hammurabi m'ont apportée était effacée, aussi n'ai-je pu la lire. » Alors on ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Sans doute la tablette a été endommagée, peut-être au moment où elle a été mise sous enveloppe, peut-être au moment où on a cassé l'enveloppe pour extraire la tablette intérieure, on ne sait pas, mais il dit bien « n'ai-je pu la lire » et non pas « me la faire lire ». Donc c'était bien lui qui lisait son courrier. Il y a beaucoup d'autres témoignages, mais je passe à une autre catégorie. Après tout, les administrateurs, qu'ils aient été des lettrés, c'est pas très, enfin capables de lire et d'écrire, c'est pas très étonnant. Pour les militaires, c'est quelque chose qui nous paraît un peu plus surprenant. Mais on comprend pourquoi, lorsqu'on lit cette lettre de Zimrilim à un de ses généraux, « J'ai écouté les tablettes secrètes que Monseigneur avait fait porter à Rimdia et à moi-même. Monseigneur m'a écrit en ces termes, « Ces tablettes, lis-les toi-même et donne-en lecture à Rimdia. » Donc là, c'est clair qu'il ne fallait pas qu'un scribe intervienne parce que les informations sont si sensibles que seul le général et le roi auprès duquel il se trouve, qui s'appelait Rimdia, doivent être au courant de ce que le roi de Mari voulait leur faire savoir. Et on a d'autres exemples de militaires qui sont capables eux-mêmes de lire. Autre problème, celui des devins. Alors, on a une lettre d'un certain Samétar où il est question d'un enfant à former et on dit qu'on lui apprenne l'art du scribe et celui du devin. Donc, les deux disciplines sont distinctes, mais on voit que cet enfant va apprendre les deux. Et le seul exemple que l'on connaisse de recours à un scribe, eh bien, c'est celui d'un prophète, non pas d'un devin au sens strict du terme, qui demande qu'on lui envoie un scribe pour qu'il lui dicte une lettre au roi de Mari. On a bien l'impression que, dans les autres cas, les devins étaient capables d'écrire eux-mêmes les rapports concernant les signes, les omens qu'ils avaient relevés. Alors la question se pose de savoir si certains rois étaient capables de lire ou d'écrire eux-mêmes leurs courriers. On a un cas intéressant avec le roi Ishme-Dagan qui écrit à son frère Yasmaradou, le roi de Mari, « Précédemment, tu m'as envoyé une lettre, mais je venais de rentrer d'une expédition et j'avais envoyé Limiadou pour qu'il organise son domaine. Il n'y avait personne pour écrire un rapport complet, aussi ne t'ai-je pas envoyé de réponse à ta lettre. » Donc ici, on voit bien que Ishme-Dagan avait normalement recours à un scribe pour son courrier, mais Nele Ziegler, qui étudie à l'heure actuelle l'ensemble de la correspondance d'Ishme-Dagan, eh bien, a pu repérer un lot de tablettes avec une main de scribe particulière, et ce sont justement ces tablettes-là qui traitent de sujets particulièrement privés, et donc on peut se demander si ce ne sont pas des tablettes qui ont été écrites par Ishme-Dagan en personne. Et dans ce cas-là, ça signifie que le roi Ishme-Dagan était capable d'écrire lui-même, mais pour des lettres d'une certaine ampleur, ce qu'il appelle un rapport complet, eh bien, il souhaitait disposer d'un scribe particulièrement bien formé. Alors, il ne faut pas oublier, dans toutes ces considérations, deux catégories que je n'ai pas encore évoquées, les femmes et les dieux. Dans mon livre « Enquête de Ninive », eh bien, j'ai pu montrer à quel point la syriologie fut, à quelques rares exceptions, une affaire d'hommes jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, et ceci n'est certainement pas étranger au fait qu'on ne s'est intéressé à la question des femmes scribes que relativement récemment. On a découvert d'abord un certain nombre de textes scolaires où on nous dit que la copie a été faite par la main d'une femme scribe. Elle n'est pas nommée, mais le colophon permet de voir que voilà un exercice qui a été fait par une femme. Et puis, on voit également des femmes scribes dans certains milieux particuliers.
C'est le cas des religieuses Naditum à Sippar. On voit qu'elles avaient autour d'elles un certain nombre de femmes scribes. C'est le cas aussi des princesses de Marie, parce qu'on a un certain nombre de dots qui énumèrent non seulement les biens matériels que leur père leur donnait, mais également le personnel qui allait partir avec elles auprès du roi auquel elles étaient données en mariage, et on a dans certains cas des femmes scribes. Et c'est vrai aussi au point de vue administratif, car il a été possible de montrer par des listes de rations que dans les cuisines du Palais de Marie, les femmes qui écrivaient les reçus de céréales destinées à préparer les repas du roi, eh bien, c'était des femmes, et Nele Ziegler a même réussi à déterminer l'existence de 2 mains de femmes scribes, et on peut voir, d'après la chronologie, qui a écrit quel texte. Donc, il y a quelque chose de tout à fait intéressant. Et je voudrais terminer en indiquant que les dieux eux-mêmes étaient censés savoir lire et écrire. On déposait devant leur statue des tablettes qui contenaient des prières qu'ils devaient exaucer, et les dieux pouvaient, à l'occasion, envoyer des lettres au roi. Alors, pour ce faire, les anciens ne cachaient pas que les divinités utilisaient des intermédiaires, mais quand les dieux voulaient écrire eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, ils écrivaient sur le foie des agneaux qui étaient sacrifiés, et le travail des devins consistait précisément à déchiffrer ces signes d'une écriture qui n'était pas cunéiforme, mais qui était parfaitement répertoriée dans les recueils. Et puis, les dieux pouvaient parfois disposer aussi d'un support encore plus large, le ciel, où s'inscrivaient les signes qu'ils adressaient aux hommes et que les astrologues étaient chargés de déchiffrer. Pour conclure, la question est de savoir finalement qu'est-ce qu'on écrivait et qu'on lisait. Et j'ai été frappé en lisant des travaux récents relatifs au monde grec que l'accent y est mis sur le livre de façon presque exclusive. Et on ne trouve le plus souvent pas de passage traitant des lettres. Alors, ça dépend bien sûr des sources disponibles, et puis ces études sont parties de la traditionnelle histoire du livre qui a voulu s'élargir. Mais en Mésopotamie, la situation est assez différente. Et il faut bien reconnaître que la correspondance constituait l'un des usages principaux de l'écriture. Celle-ci ne servait pas tant au stockage du savoir qu'à la communication à distance de l'information. Et le paradoxe, finalement, c'est que cette masse d'écrits de nature éphémère, la correspondance, nous a été conservée en raison de la nature du support, comme je l'ai dit, l'argile. La grande masse des textes cunéiformes ne doit pas nous dissimuler cette vérité. La transmission du savoir était aussi en bonne partie effectuée par oral. Et je terminerai en citant l'hymne à l'Épithèchtar dont j'ai déjà lu tout à l'heure un extrait. Ce texte se termine par cette doxologie. « Ta louange ne disparaîtra jamais des tablettes d'argile de l'école, pour que les scribes puissent chanter ta gloire et qu'ils te rendent un magnifique hommage, ta louange ne cessera jamais à l'école. » Et ce texte a été recopié à des dizaines et des dizaines d'exemplaires parce qu'il faisait partie des textes élémentaires de la formation des jeunes scribes. Et donc, dès qu'ils commençaient à écrire, les apprentis perpétuaient la louange du souverain. Et de fait, son nom est parvenu jusqu'à nous. Je vous remercie de votre attention. Alors, si vous souhaitez poser quelques questions, soit sur ce que j'ai dit, soit sur ce que vous auriez souhaité que je dise et que je n'ai pas évoqué, eh bien, nous avons maintenant vous à peu près... Vous avez parlé d'une enveloppe sur la lettre... Je suis là-bas. Oui, alors je ne vous vois pas... Là-haut. Ah oui, voilà, ça y est, merci. Donc, oui, pour les enveloppes. Cette enveloppe, c'est de l'argile qui est posée dessus, c'est ça? Voilà, alors... ce qu'il faut comprendre, c'est que
Le séchage de l'argile, ça va relativement vite. Donc, une fois que vous avez écrit la lettre, vous la laissez sécher un petit moment. Et ensuite, quand elle est suffisamment dure, vous mettez une couche d'argile d'à peu près un demi-centimètre sur toute la surface. Et puis, c'est là où vous marquez le nom du destinataire et vous déroulez le sceau de l'expéditeur. Mais c'est de l'argile sur de l'argile. Et ce qui est intéressant, c'est que dans certains cas, on arrive à lire en négatif le texte de la tablette intérieure, parce qu'au moment où vous appuyez l'argile fraîche sur l'argile de la lettre qui a commencé à sécher, eh bien, vous allez avoir le texte en négatif. Et donc, dans certains cas, c'est intéressant parce qu'on a des morceaux d'enveloppe, mais on n'a pas le texte correspondant, donc ça nous fait un texte supplémentaire. Ma deuxième question, qu'est-ce que c'est qu'un chef lamentateur? Alors, dans la religion mésopotamienne, il y a des tas de moments où on a peur que les dieux se fâchent. Et donc, pour calmer l'éventuel courroux des dieux, eh bien, on récite des textes de lamentation. Ça se fait, par exemple, au moment où vous allez rénover la statue du dieu. Les divinités étaient censées s'incarner dans ce que nous appelons les statues de culte, mais au moment où la statue a un certain temps, et donc on s'aperçoit qu'il y a des dorures qu'il faut refaire, etc., là, il ne faut pas que le dieu se fâche, parce qu'on va transporter la statue dans un atelier pour qu'elle soit refaite, et donc il va y avoir une opération où, en quelque sorte, on va, de façon magique, si vous voulez, extraire le dieu de la statue le temps que la statue soit réparée, et puis ensuite le dieu reprendra possession de sa statue. Et donc là, c'est une opération très délicate. Et bien, on a des lamentations qui sont récitées à cette occasion-là pour calmer le cœur du dieu. Et c'est aussi ce qui se passe lorsqu'il y a des travaux plus importants concernant des réfections dans un temple. Voilà, donc voilà le rôle très important de ces lamentateurs. Et donc, on a des textes qui étaient récités dans un dialecte sumérien particulier qui s'appelle l'émessal, et les lamentateurs étaient spécialistes, et on a retrouvé énormément de tablettes de lamentations, ce qui ne s'explique que si les lamentateurs étaient capables de les écrire et de les lire, parce qu'on ne voit pas très bien l'intervention de scribes qui auraient servi d'intermédiaire, notamment quand on étudie les variantes. C'est clair que ces textes sont notés par des gens qui les connaissent de l'intérieur. Dernière question, le C existe-t-il ou alors c'est seulement un K? Alors oui, du point de vue des consonnes, non, vous avez le K, et puis vous avez l'emphatique que l'on transcrit par le Q. Il y a un certain nombre de nos consonnes qui n'existent pas, mais vous avez des consonnes supplémentaires. Par exemple, vous avez la différence entre le SE et le TSE. Là encore, un emphatique. Bon, chez nous, on peut mettre la séquence TS, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, vous avez un certain nombre de différences, mais ce n'est pas considérable. Oui ? Comment a-t-on réussi à traduire les premières tablettes? Alors, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à lire mon livre. Et si vous ne voulez pas l'acheter, il est disponible sur Open Edition Books, donc vous pouvez le lire en ligne gratuitement. Vous voyez que je ne fais pas de publicité en vous répondant. Alors, en gros, ça s'est passé de plusieurs façons. Comme d'habitude, les noms propres, au départ, ont joué un rôle important. Et donc, on a eu ce qu'on appelle les inscriptions trilingues de Behistun, dans lesquelles vous aviez une inscription de Darius en vieux perse, et on a réussi à déchiffrer ça dans un premier temps, parce qu'on connaissait les noms propres grâce à la tradition grecque. Et puis ensuite, à partir du moment où on connaissait les noms des rois, on les a repérés dans la version en cunéiforme qu'on appelait à l'époque assyrien, on dirait aujourd'hui akkadien, et on s'est rendu compte assez vite que ces textes-là étaient écrits dans une langue sémitique, et là, du coup, le fait qu'on connaisse déjà l'hébreu et l'arabe à l'époque, ça a permis de faire des progrès très, très rapidement. Donc, ça, c'est dans un premier temps. Et puis après,
problème le plus difficile, ça a été pour déchiffrer le sumérien, parce que le sumérien est une langue isolée. Et donc, on a dépendu quasiment exclusivement, précisément, des manuels que les maîtres d'école avaient établis. Donc c'est grâce aux listes lexicales, donc aux exercices des apprentis scribes d'autrefois, on s'est mis, nous aussi, à l'école des maîtres d'autrefois, et petit à petit, on a comme ça réussi à déchiffrer le sumérien, parce que vous aviez notamment des tablettes dans lesquelles vous aviez une colonne en sumérien, une colonne en akkadien. L'akkadien, à partir du moment où on l'a bien compris, permettait de rentrer dans les textes sumériens. Mais ça a été fait déjà dans les années 1860. On commençait un petit peu à comprendre, mais je dirais c'est la fin du déchiffrement du sumérien, c'est 1905, l'apparition par Thureau d'Angin des inscriptions royales de Sumer et d'Akkad, qui a été vraiment un livre tout à fait génial et qui a marqué une étape importante. Mais aujourd'hui encore, les textes sumériens, dans certains cas, continuent à faire difficulté parce que nos listes lexicales ne sont pas toujours complètes. Il y a encore des lacunes. Et donc, il peut y avoir des mots pour lesquels on n'a pas l'équivalent akkadien qui nous aiderait. Oui, alors, par rapport, si on fait la comparaison entre le déchiffrement des hiéroglyphes et le déchiffrement des cunéiformes, il y a, je dirais, deux différences. Une première qui est chronologique, puisque la lettre à M. Dacier, on vient de terminer de célébrer l'anniversaire, donc c'est 1822. Le cunéiforme, on considère que pour l'akkadien, il y a eu une épreuve qui a été faite en 1857 où on a donné le même texte qui venait d'être découvert à 4 savants qui, en principe, n'avaient pas le droit de communiquer entre eux et qui donnaient chacun leur traduction. Et il y avait une convergence suffisante. Donc, vous voyez que c'est un peu plus tardif. Et l'autre différence, c'est que... Alors, Champollion n'a pas travaillé de manière isolée, mais disons que... La tradition égyptologique met quand même l'accent sur l'apport d'un individu particulièrement génial. Au niveau du cunéiforme, il y a un groupe de savants avec en tête un Anglais Rawlinson, un Irlandais Hincks et un savant d'origine allemande naturalisé français, Oppert, qui a été le premier professeur d'assyriologie au Collège de France. Ce trio, je dirais, a été en tête du déchiffrement. Donc, quelque chose de plus collectif pour le cunéiforme et de plus tardif, d'une trentaine d'années à peu près. Oui, madame ? J'aurais juste une petite question. Le sumérien n'a donc rien à voir avec l'akkadien et l'assyrien qui est parlé actuellement, par exemple, par les chrétiens d'Irak. Alors, oui, on a un gros problème qui est celui de l'origine des Sumériens. On voit historiquement que, selon toute probabilité, l'écriture cunéiforme a été inventée pour noter le sumérien, et c'est dans un deuxième temps que cette écriture cunéiforme a été empruntée par des gens qui voulaient noter leur langue, les Akkadiens, mais on voit en même temps qu'il y a dès le début du troisième millénaire, il y a déjà une symbiose très forte entre les deux cultures, et on ne sait pas, ces Sumériens, s'ils venaient d'ailleurs ou pas. Il y a encore une grande inconnue, alors avec en plus les rapprochements. Il y a certains bons savants qui ont voulu revenir à une théorie ancienne qui faisait du sumérien une langue qui appartient à la même famille que les langues comme des langues comme le finnois par exemple, mais c'est encore des choses qui sont très compliquées et on ne voit pas très bien historiquement comment les choses auraient pu se passer. Donc il y a encore d'une certaine façon un mystère du sumérien et des sumériens qui n'est pas complètement percé. Eh bien, si votre curiosité est satisfaite, il est 5h15 et donc je pense que c'est le temps de nous séparer et je vous remercie encore une fois de votre attention.